Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui c'est du nouveau, c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais fait car ce n'est pas un processeur Mediatek, en fait si c'est un processeur Mediatek, mais c'est un nouveau processeur Mediatek qu'on n'a encore jamais testé, le Mediatek MT ou MTK, c'est comme vous voulez, 6732. Alors ce nouveau processeur, qu'est-ce qu'il inclut? Eh ben il est 64 bits déjà, c'est celui-là qui va remplacer en fin de compte le 6582 dans la même gamme, et qui vraiment le supplante énormément paraît-il en matière de performance. Donc, c'est, comme je le disais, ce nouveau processeur qui remplace le 6582, et ce qu'il apporte en plus de ce que donnait le 6482, c'est tout simplement beaucoup plus de performance, beaucoup plus de tout ce que vous voulez, en fin de compte, au niveau du GPU et du CPU, hein, les deux sont meilleurs, compatibilité 64 bits aussi, comme je le disais aussi, le GPU est bien meilleur, mais pas que au niveau des performances, il est aussi, il apporte la compatibilité OpenGLES 3.1, il me semble, ainsi que le fait de pouvoir utiliser le GPU en tant que processeur pour faire des tâches autres que graphiques. Enfin bref, en gros, il apporte vraiment beaucoup de choses, ce processeur-là. En gros, il le monte d'une bonne grosse gamme, mais alors peut-être même de 2 par rapport au précédent. Et en plus de ça, il est fait en 28 nanomètres HPM, il me semble, si je dis pas de bêtises, alors que le 6582 était fait en 28 nanomètres tout court. Alors qu'est-ce que c'est la différence entre le 28 nanomètres normal et le 28 nanomètres HPM pour la construction du processeur? Eh ben c'est tout simplement que d'un côté, vous avez le 28 nanomètres tout court, qui lui permet d'avoir un processeur quad-core 1,3 GHz, avec un GPU Mali 400 2 cœurs 500 MHz, et d'arriver un petit peu plus ou moins au maximum de ce que l'on peut faire avant que ça commence à devenir trop chaud. Eh bien, avec le 28 nanomètres HPM, cette fois-ci, on peut faire un octo-cœur 1,7 GHz, avec un processeur Mali 450 4 cœurs, 700 MHz, tout en chauffant aussi peu. Donc vous voyez un petit peu le truc. En gros, ça diminue énormément la chaleur que ça dégage et la consommation du composant sans avoir à faire énormément d'efforts. En fait, c'est juste la façon dont est fabriqué le truc, les usines, etc. qui permettent de fabriquer le composant qui se sont améliorées et non pas les gens qui ont fait le composant eux-mêmes. Le composant lui-même a lui aussi été amélioré, ce qui permet d'avoir comme ça une augmentation dans les deux sens. Devrait y avoir une énorme différence par rapport au Mediatek MT6582 si je veux vous résumer tout ça en quelques mots en fin de compte. Donc on va l'ouvrir ce téléphone, on va arrêter de parler du processeur lui-même, on va voir si ce téléphone est un bon représentant de ce nouveau processeur. Alors il est fourni avec Android 4.4 pour information, qui ne peut pas tirer parti du 64 bits pour information pour l'instant, mais une mise à jour vers Android 5.0 a été programmée pour ce téléphone pour cette année. Donc bon, on verra combien de temps ça va mettre, et surtout s'ils le font vraiment, mais voilà quoi, enfin logiquement ils vont quand même vraiment le faire, enfin j'ose espérer quand même. Donc c'est le Elephone P6000, donc un téléphone qui est plutôt pas mal. Tiens, regardons s'il y a les caractéristiques quelque part. Non, rien du tout pour nous dire les caractéristiques sur la boîte, c'est pas grave, à moins que ce soit marqué sur les tranches, non, rien du tout. Bon, c'est pas grave, il me semble qu'il a 2 Go de RAM, et qu'il a 16 ou 8 Go de ROM, il coûte 140 € environ. Enfin bon, bref, voilà, un téléphone tout à fait sympathique. Alors la batterie est pas déjà dedans pour une fois, c'est étonnant. Une batterie qui a l'air particulièrement grosse, 2700 mAh, ok, d'accord. Eh ben, ça risque de faire une très bonne autonomie, tout ça. Enfin, j'ose espérer, en tout cas, que ce soit le cas, parce que sinon, c'est l'écran qui pompe tout. Nous avons ici un petit guide qui, avec des captures d'écran d'Android 4.0, a priori, c'est déjà mieux que 2.3. Ça, c'est clair. Donc, j'arrive pas à le refermer, je sais pas pourquoi, il a pris un faux pli, voilà, c'est bon. Donc, ici, nous avons certainement les accessoires, et je me demande où ils ont foutu le chargeur dans tout ça. Ah bah si, il y a un chargeur. Donc, hop. Allez. Putain, on dirait un Mr Freeze électronique. C'est vrai en plus. Voilà, allez hop. Bon bah un chargeur tout à fait banal, hein. Je crois qu'il ressemble énormément à ceux que HTC fournissent avec leurs vieux téléphones. Et peut-être avec les nouveaux aussi, mais en tout cas je sais que pour les anciens moi. Donc un câble micro USB tout à fait correct, et pas de kit main libre, alléluia j'ai envie de dire, parce que c'est toujours de la grosse bouse leur kit main libre, autant rien fournir du tout, surtout que maintenant ils sont capables de fournir des accessoires tout à fait convenables, surtout le câble micro USB, ça fait très longtemps que j'en ai pas vu un pourri, et le chargeur a l'air tout à fait honnête lui avec, sans être forcément révolutionnaire, mais voilà. Et un protège-écran qui est fourni sur le côté, je sais pas s'il y en a un déjà mis dessus, nous allons voir ça tout de suite. Donc, hop, on l'enlève de là-dedans. Donc nous avons, a priori, un protège-écran ici,
et un vrai protège-écran en dessous du protège-écran de transport. Donc parfait. Par contre, le vrai protège-écran n'est pas posé d'une manière parfaite, mais on s'en fiche. Donc voilà. Et un nouveau protège-écran donné à côté. Bon bah ça c'est excellent. Donc pour mettre la batterie, comment on fait? Tiens, je viens de voir un truc. Vous voyez les boutons là, ces fameux boutons retour, menu et home, ou je sais pas ce qu'ils ont mis exactement sur ce téléphone, étant donné que c'est pas indiqué du tout. Enfin voilà, il y a pas de batterie dedans et ils sont phosphorescents, j'ai l'impression, parce qu'ils illuminent, etc. C'est plutôt une bonne idée, plutôt que de le rétroéclairer ou de ne pas le rétroéclairer. Faire cette espèce de truc à mi-chemin n'est pas une mauvaise idée. Alors je sais pas comment on fait pour le déboîter. J'arrive pas à trouver où est l'encoche, mais il doit y en avoir une quelque part. C'est pas grave. Bon bah essayons de le déboîter, va pas y en avoir pour très longtemps. Malgré tout se déboîte, même la partie des boutons. Personnellement, je préfère quand les boutons restent sur la partie physique du téléphone. Ça fait en sorte que s'il y a des gens qui sont un peu maladroits, ou qui enlèvent leur batterie très souvent, ça fasse en sorte qu'il y ait moins de dégâts possibles en cas de fausse manip. Alors habituellement, pour ouvrir ce genre de clapet là, il faut habituellement prendre par un coin, et là bizarrement, prendre par un coin et faire le tour, mais là bizarrement c'est par le milieu ici, là sur le côté, que ça a été le plus facile de faire la bascule, donc bon, ok, pourquoi pas. On va garder ça de côté, parce que de toute façon il faudra que... Ah oui c'est vrai, les fameux boutons qui sont là, donc c'est lequel le bouton power que je regarde? C'est celui-là, ok. Bon... Bah, j'espère que la batterie contient une charge, et surtout j'espère... Voilà, non c'est bon. J'espère que j'appuyais comme il faut. Donc voilà le téléphone en train de s'allumer. Attendons un petit peu. Bon, une fois j'avais eu une tablette qui faisait une musique genre film d'horreur au démarrage. Là, celle-là s'en rapproche, mais elle est à mi-chemin entre le film d'horreur et le... Je sais pas ce que c'est. Donc, bon, pourquoi pas. C'est toujours mieux qu'autre chose. Donc nous avons, voilà, Android 4.4 a priori, avec juste un petit thème d'icône qui fait que ça ressemble à des petites bubules au lieu de ressembler à autre chose. Alors pour information, Elephone, c'est la même marque que ceux qui font les Doogie. Donc comme Doogie, je suis pas très sûr, vous savez, que ce soit... très convenable comme marque, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les téléphones de cette marque-là, notamment le DG850 qui était ridicule, et c'était vraiment juste, au niveau du prix, c'était n'importe quoi par rapport à la qualité. Enfin, c'est un téléphone sans Wi-Fi, pour information, le DG850, un téléphone sans Wi-Fi à 130 €, c'est n'importe quoi, pratiquement le même prix de ce truc-là. Donc déjà, je pense qu'on a déjà passé ce cap-là, enfin j'ose espérer, et que au moins on n'aura pas de problème aussi ridicule que, tiens, c'est marrant, j'ai pas de Wi-Fi, enfin, ou plutôt, dès que je suis à 1 mètre de la borne, j'ai plus de Wi-Fi, alors que c'est pourtant un truc qui est un bon émetteur. Donc, bref, voyons si cette marque, du coup, fait mieux. J'ose espérer que c'est le cas. En tout cas, pour l'instant, c'est fluide, etc. Mais ça, c'est, c'est seulement grâce au processeur. On va voir maintenant ce qu'a fait le constructeur du téléphone, voir s'il a bien fait son boulot. En tout cas, la luminosité automatique a l'air d'être bien gérée, ce que je viens de voir. C'est pas un truc cran par cran, c'est vraiment progressif et tout, c'est vraiment pas mal ça. Il y a des téléphones qui arrivent à pas faire ça comme il faut. Donc le Wi-Fi, je vais activer le Wi-Fi. Alors je viens d'activer le Wi-Fi, mais en faisant un appui long, hop, voilà, ça me met au configurateur. Je vais maintenant taper mon mot de passe. A priori, aucun problème avec le Wi-Fi, je capte 3 barres sur 4, ce qui est plus qu'honnête pour le... ok, je sais pas si c'était retour ce truc-là. Oui, c'est sûrement retour, parce que comme je suis pas passé directement par le truc des menus, c'est normal que ça me remette ici. Donc oui, là c'est retour, ok. Maintenant je vais revenir à Wi-Fi et je vais appuyer là. C'est menu, ok, donc c'est standard, quoi, tout simplement. Mais bon, c'est 2 points au lieu d'avoir des icônes, et ça, c'est tout simplement le bouton Home, et si on appuie longtemps, ça fait multitâche. Ok, pas de souci. Ensuite, j'ai beaucoup de batterie, ok, y a pas de problème. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... C'est quoi d'ailleurs? Ah oui, le mettre en français, tout simplement. Bon, je suis sûr qu'il y a le français là-dedans, y a pas de souci à se faire là-dedans, sauf que j'essaye de retrouver où c'est. Voilà, c'est là. Donc, hop, en français, tac, c'est bien, ça, c'est beaucoup plus fluide, en tout cas, que les 65-82, ça c'est clair. Là vraiment on voit une grosse différence. Le clavier c'est automatiquement mis en français quand j'ai mis en français, parce que des fois faut le faire manuellement. En plus de ça, c'est plutôt une bonne chose que ça se soit fait automatiquement. Donc voilà, tout est en français, c'est vraiment Android stock là pour une fois. Donc tant mieux, c'est une bonne chose. Moi oh tiens, il est même déjà routé. Bon ok, pourquoi pas. C'est plutôt pas mal d'avoir pensé à ça. Bon, ça nous arrange. Donc ensuite, nous avons une mise à jour OTA, visiblement. Donc voilà, une mise à jour OTA qui corrige quelques bugs et qui optimise certains trucs, certaines fonctions du système. C'est vraiment très vague. Donc hop, c'est parti pour le télécharger. Vu qu'on est à plus de 50% ou au moins 50% de la batterie, on peut le faire.
parce que je vous déconseille de le faire sinon. Enfin voilà, il faut attendre d'avoir quand même un minimum de batterie, mais là on a ce qu'il faut. Enfin a priori on a ce qu'il faut, parce que c'est pas une bonne idée d'utiliser le téléphone sur sa première charge, parce que la jauge peut dire absolument n'importe quoi, peut dire 50% alors qu'elle est à 2%, ce genre de truc. Donc normalement, vaut mieux le recharger, etc., avant de faire quelque chose de ce genre. Bon là, je télécharge la mise à jour, je vais le brancher au secteur, je vais faire la mise à jour, et je vais ensuite tester ce téléphone plus en profondeur et voir ce qu'il en est. A priori, il a l'air d'être plutôt pas mal. En tout cas, le processeur promet, parce que vraiment, jusque-là, c'est extrêmement réactif. Et bon, bah, je vais faire cette mise à jour-là, qui le met pas en, bien entendu, Android 5.0, hein. C'est pour un peu plus tard, je pense que ce sera pour dans quelques mois. Mais en tout cas, voilà, on a quelques mises à jour, on a la possibilité de mise à jour OTA, c'est-à-dire sans avoir à le brancher à un ordinateur pour faire la mise à jour, tout se fait directement via le téléphone. Tiens, pendant qu'il fait ça, on va quand même regarder un truc, on va aller sur internet, on va chercher sur le site internet d'Elephone pour voir s'ils mettent leur firmware disponible directement sur leur site internet. Donc elephone.hongkong.hk, allez hop, s'ils mettent en téléchargement leur firmware directement sur leur site internet, ça c'est signe d'un produit qui a un niveau, on va dire, de suivi par le constructeur qui est tout à fait convenable, parce que enfin comment dire, s'il y a un problème ou je ne sais pas quoi avec le firmware, genre si vous briquez le truc, parce que comme il est pré-routé, ça veut dire que vous pouvez faire des trucs dans le téléphone qui sont pas forcément très intelligents si vous faites n'importe quoi. Donc, nous avons la ROM pour pas mal de téléphones, mais nous avons pas encore la ROM pour le P6000 à ce que je vois. Mais logiquement, ça devrait être le cas, parce que, ouais, à ce que je vois, ils ont l'habitude de mettre leur nouveau téléphone, enfin leur nouveau truc, allez, viens sur le forum, parce que c'est peut-être déjà sur le forum, enfin en tout cas ils ont l'habitude de mettre leur ROM. Ah bah voilà, regardez sur le forum, Elephone P6000, et nous avons même la version bêta d'Android 5.0 qui est déjà en téléchargement sur le site. Donc oui, ça c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est une marque au moins qui a une intention au niveau du software qui a l'air d'être quand même bien meilleure que la moyenne. Voyons voir maintenant si au niveau du bêta testing du software, si la solidité du hardware et le test du hardware, c'est-à-dire les antennes GSM, Wi-Fi, etc., sont convaincantes, le GPS, ce genre de truc aussi, et aussi tout ce qui est appareil photo, etc. Hein. Tiens, c'est marrant, l'appareil photo nous explique comment il fonctionne. Mais je m'en fous un petit peu, hein. Voilà, c'est bon. Donc, mais non, allez, voilà, en faisant retour, on y arrive. Donc l'appareil photo a l'air d'être très net, très clair, etc. Mais là, c'est une photo prise de près, donc c'est pas une photo prise de près, mais c'est un aperçu pris de près, donc du coup c'est pas forcément représentatif de tous les types de photos que l'on peut prendre avec ça. Je vais tester ça donc plus en profondeur, je vais faire ma fameuse petite mise à jour OTA, et je reviens vous voir après avoir essayé ce téléphone pendant une semaine. Et me revoilà pour la deuxième partie de cette vidéo, et cette fois-ci, maintenant que j'ai testé ce téléphone pendant plus longtemps que prévu, je comptais faire plus ou moins une semaine, mais au final j'ai allongé un petit peu, parce que, encore une fois, en ce moment je suis un petit peu moins occupé que d'habitude, donc autant l'utiliser un peu plus longtemps, et surtout parce que comme c'est un nouveau processeur, etc., eh bien je voulais vraiment bien m'imprégner de l'expérience utilisateur, et aussi il y avait un petit truc un peu spécial auquel on va revenir un peu plus tard, à propos de la batterie, qui m'a rendu, on va dire, la tâche de calculer l'autonomie vraiment spéciale, quoi. Vous allez voir un peu plus tard. Alors commençons par parler des excellents points, et quoi de mieux pour commencer que de parler de l'excellent travail qu'a fait Mediatek sur ce processeur et sur le firmware. Franchement, à chaque fois je me demanderais comment Mediatek arrive, en tout cas depuis un bon moment, c'est-à-dire au moins depuis le Mediatek MT6577, qui est à mon avis leur premier processeur qui a vraiment chamboulé tout en matière de performance. Eh bien, je me demanderais à chaque fois comment ils font pour un si petit prix pour avoir de telles performances et aussi une utilisabilité, en fin de compte, qui est si proche d'un haut de gamme, si ce n'est pas aussi bonne qu'un haut de gamme. En fin de compte, en faisant quelques benchmarks dessus, je me suis rendu compte que en 720p, ce processeur donnait des performances à peine inférieures à ce que l'on peut avoir sur un Snapdragon 800. En 1080p par contre. Donc en fait, rien que avec ce léger compromis en matière de résolution, on a pratiquement la même utilisabilité que sur un téléphone que l'on pourrait qualifier encore aujourd'hui de très haut de gamme, parce que pour information, le Snapdragon 801, c'est la même chose que le Snapdragon 800, mais avec une fréquence légèrement supérieure, donc bon, voilà quoi. C'est pas forcément un truc qui chamboule la baraque par rapport au 800. Et comme pour l'instant, qu'est-ce que je raconte, Qualcomm n'a pas encore sorti de processeur sur le haut de gamme
plus performants réellement sortis sur le haut de gamme, parce que pour l'instant ils ont des petits quelque chose qui sont annoncés, etc., comme le Snapdragon 810, il n'est pas encore sorti, et donc du coup, leur meilleur processeur c'est toujours le Snapdragon 801. Et franchement, on en est très 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 proche, avec, comme je le disais, encore une fois, ce petit compromis sur la résolution. Alors ce qu'on va pouvoir voir déjà, c'est Twitter, qui était fermé, alors voilà, il s'ouvre très rapidement, ensuite la fluidité est vraiment très bonne, je rappelle qu'on n'est pas encore sur Android 5.0, mais qu'une mise à jour sera disponible pour 5.0, qui augmente encore plus la fluidité, donc imaginez un petit peu le résultat. Donc maintenant ce qu'on va voir c'est le gestionnaire de page Facebook, et comme vous avez vu, il s'est ouvert en un temps record, et maintenant on peut de manière totalement fluide traverser tout le truc, comme vous l'avez vu, même vous voyez, le Mediatek MT6582 était pas capable de faire ça aussi fluide, vous voyez, il charge les images, etc., il charge l'historique lointaine, vous voyez, tout 2015 jusqu'en début janvier a été chargé en 3 secondes sans aucun problème. C'est incroyable à quel point ce téléphone est extrêmement fluide. En gros, les performances sont vraiment, comme je le disais, à la hauteur d'un haut de gamme, quoi. Et même sur un écran 1080p, franchement, ça serait très 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 bon. D'ailleurs, en parlant d'écran 1080p, très bientôt, peut-être la semaine prochaine, je testerai un téléphone qui utilise le nouveau Mediatek MT6752 cette fois-ci, et non pas 6732, qui est la version octo-cœur de ce truc-là, et sur un écran 1080p, donc on va pouvoir voir ce que ça donne, et très sincèrement, franchement, c'est extrêmement bon. Je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer les benchmarks de ce téléphone. Alors c'est fluide, c'est réactif, c'est extrêmement stable aussi, la version d'Android stock qui est basée sur Android 4.4.4 est vraiment très très bonne. Un autre truc qui est vraiment sympa à voir, c'est que pour les performances en jeu, là aussi c'est extrêmement supérieur à ce que l'on pouvait avoir habituellement en 4G chez Mediatek à un prix similaire. On est même à un poil près au niveau du 6592, qui est pourtant un octo-cœur et qui est remplacé par le 6752 et non pas le 6732, celui-là qu'il y a là-dedans. Donc en fait, franchement, ce téléphone-là a beau être un quad-core de chez Mediatek, etc., il remplace presque l'octo-cœur précédent qu'il y avait dessus. Et il est à peu près disponible au même prix, plus ou moins, sauf si vous trouvez, par exemple, certaines bonnes affaires, comme le Axio Neon N2Q, etc., qui ont l'octo-cœur de Mediatek pour des prix en dessous de 100 €. Mais habituellement, pour l'octo-cœur de Mediatek, le 6592, il faut dépenser à peu près le prix de ce téléphone, c'est-à-dire entre 130 et 140 €. Donc très sincèrement, franchement, c'est incroyable. Les performances par rapport au 6582, le précédent Mediatek qui était donc dans le segment quad-core, etc., mais qui faisait seulement, qu'on pouvait trouver au même prix plus ou moins en version 4G, eh bien franchement, il est complètement détruit par ce processeur. C'est juste incroyable à quel point il est beaucoup plus performant. Et donc, on peut faire tourner vraiment les meilleurs jeux, etc. Mais je vais plutôt en profiter pour vous montrer tout simplement un jeu sympathique que j'ai jamais vu présenter, etc. Et qui est pourtant plutôt pas mal. Il est sorti sur Wii U, etc. Il s'appelle Castle Storm. Hop, on va l'ouvrir. Et donc, ce programme qui est complètement gratuit d'ailleurs, ce jeu complètement gratuit, donc, est un jeu qui est vraiment plutôt ambitieux, etc. Et bon, bien entendu, il fonctionne parfaitement bien sur ce téléphone-là. Et très sincèrement, les temps de chargement sont très rapides aussi. Enfin bon, voilà quoi, le téléphone est très rapide. Alors il y a 2 Go de RAM, 2 Go de RAM c'est vraiment pas mal. Et pour information, Mediatek avec 1 Go de RAM arrivait déjà à faire mieux que pas mal de téléphones avec 2 Go de RAM de grandes marques. Donc voilà, bon, au final c'est pas forcément une très... En fait, ça permet de le mettre au niveau de la plupart des téléphones avec 3 Go de RAM. Par exemple, certains téléphones, bon je vais pas vous citer de marque, mais je vais vous montrer un petit quelque chose là, hop, vous l'avez vu, voilà, bon, certaines marques arrivent à faire des téléphones avec 2 ou 3 Go de RAM qui ont beaucoup moins d'espace libre derrière. En fait, c'est 2 Go de RAM, mais c'est réellement dessus la majorité de la RAM qui est disponible pour le fonctionnement des programmes. C'est pas juste fait pour... vous voyez quoi, c'est pas juste fait pour faire en sorte que le système lui-même fonctionne. Non, c'est vraiment de la RAM utilisable. Il y a, je pense que c'est entre 1,6 et 1,7 Go de RAM utilisable dedans, ce qui est beaucoup plus que certains téléphones qui ont 2 Go de RAM habituellement, qui ont habituellement dans les 600 MO, un truc comme ça. Donc vraiment, c'est vraiment pas mal. Et donc, hop, c'est parti pour démarrer ce jeu. Alors je sais, c'est un niveau que j'ai jamais fait, donc je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça comme il faut dans cette vidéo. Hop, c'est parti. Donc, oh là, oui, en plus c'est un niveau de précision, donc du coup ça va pas être facile. Mais bon, voilà. Donc, ah non, c'était pas, j'avais en tête un autre niveau qui était à l'arc. Donc, bon, bref. Ah, j'aurais pu utiliser le bouclier.
Et bon voilà. Enfin bref, c'est un jeu tout en 3D, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, qui est sorti sur Wii U à l'origine, donc vous voyez un peu le niveau des graphismes, et c'est vraiment similaire. Bon, j'arriverai pas. Pour information, c'est la première fois que j'utilise ce jeu dans ce mode de combat là, c'est-à-dire en gros à l'épée, quoi. Donc voilà, alors il y a le bouclier, etc. Bon bref, c'est un jeu... Alors pour information, ce jeu-là, c'est pas vraiment un jeu au combat au corps à corps, ce truc. Je vous en donne vraiment pas justice à ce niveau-là, parce qu'en fait, c'est un jeu qui combine en fin de compte du Tower Defense et du Angry Bird, plus ou moins. Enfin bon, c'est un jeu vraiment très très spécial, et je vous conseillerais d'y jouer, vous de votre côté, si vous avez vraiment envie d'y voir quelque chose, parce que je vais pas m'y attarder plus que ça dans la vidéo, histoire de pouvoir vous en montrer un peu plus du téléphone. Donc continuons à parler des caractéristiques du téléphone. Donc nous avons 16 Go de ROM, et dans ces 16 Go de ROM, ce qu'il y a d'excellent, c'est que l'intégralité de l'espace de stockage qui reste, c'est-à-dire à vue de nez 13 Go, eh bien, à part les 3 Go qui sont tout simplement utilisés par Android lui-même, tout est utilisable pour l'installation des programmes, et on peut en déplacer sur la carte SD d'ailleurs en plus de ça. Donc et sur la vraie carte SD, parce que c'est pas la deuxième partition, il y a qu'une seule partition en fait sur ce téléphone-là qui fait à la fois le stockage et l'installation des programmes, comme sur les hauts de gamme en fin de compte. Alors un autre truc que je peux dire aussi, c'est que la 4G est excellente, meilleure que sur le Qualcomm Snapdragon 410 que j'ai pu tester. Alors je pense que c'est peut-être une histoire d'antenne plus qu'autre chose, mais en tout cas la réception est très bonne, la fiabilité est très bonne, le fait que ça accroche le signal ou que ça décroche le signal au bon moment pour passer de la 3G à la 4G, etc. est très bien maîtrisé, et franchement ça donne des débits incroyables, genre 3 MO par seconde, alors que je capte que 2 bars en moyenne ici, 3 MO par seconde en 4G, en upload et en download, dans les deux sens quoi. Peut-être que c'est plus en download, mais c'est surtout en upload que j'ai pu voir ça, et franchement c'est énorme, parce que pour information, en ADSL j'ai que 128 KO, passer de 128 KO à 3 MO par seconde, c'est vraiment incroyable, et j'ai uploadé mes vidéos avec ça en fin de compte dernièrement, parce que c'est vraiment beaucoup mieux en fait, ça va beaucoup plus vite, voilà quoi. Car oui, bien entendu, on peut partager sa connexion avec l'ordinateur portable, enfin avec un ordinateur, qu'il soit portable ou non, en Wi-Fi ou en USB directement, pour pouvoir faire en sorte de pouvoir connecter sa connexion 3G via son téléphone. C'est sympathique, ça fait clé 3G en fin de compte, entre guillemets, en plus de ça. Et donc, un autre truc aussi, c'est que les IMEI là-dedans ont été paramétrés de telle façon que, en fin de compte, ça fonctionne avec Free, ça débloque les 20 Go en 3G, en 4G, et en 3G aussi d'ailleurs. Parce que ça, c'est un problème que j'ai remarqué après coup avec d'autres téléphones 4G chinois, c'est que les IMEI par défaut, eh bien, ils sont faits d'une telle façon que, en fin de compte, Free ne détecte pas que c'est un téléphone 4G. On peut toujours utiliser la 4G sans aucun problème, et on a 3 Go, sauf que ça débloque pas les 20 Go supplémentaires, enfin les 20 Go supplémentaires, je veux dire les 17 Go supplémentaires qui sont promis par la publicité de chez Free. Alors c'est un problème de chez Free, parce que leur système de détection de la 4G est vraiment nullissime, se servir de l'IMEI c'est complètement con, mais surtout, ce qui est bien, c'est de voir que Mediatek a visiblement réussi à s'adapter à ça, à moins que ce soit le constructeur du téléphone, peu importe, en tout cas, ça fonctionne sans aucun problème. Alors maintenant passons à ce que le constructeur du téléphone a fait, et ce qu'il a fait de bien tout simplement. L'excellent écran tactile premièrement, et l'excellent écran tout court. Très sincèrement, on voit très bien sur cet écran, et le tactile est ultra précis. Alors je sais pas si j'ai installé Multitouch Tester, oui voilà c'est bon, et comme vous le voyez, quand on tape sur le clavier, ça ne loupe jamais rien, on peut aller au plus vite possible quoi, c'est juste un truc de dingue, ça ne loupe jamais. C'est vraiment un très bon écran tactile. En fait c'est du même niveau que certains autres téléphones que j'ai pu tester avant, c'est peut-être même encore un peu plus au-dessus, c'est vraiment un écran tactile très bon. L'écran tout court, bon il a un angle de vue qui est juste niveau des meilleurs IPS que vous pouvez trouver sur le marché, c'est vraiment excellent, les couleurs etc, tout le respect des couleurs de l'image réellement quoi, est vraiment très bonne. La luminosité maximum est très bonne, la luminosité minimum est suffisamment basse pour faire en sorte que dans le noir complet l'écran soit pas trop agressif, l'ajustement automatique de la luminosité est vraiment très bien foutu aussi. Enfin en gros franchement le téléphone en lui-même en matière de luminosité est vraiment enfin en matière d'écran je veux dire, que ce soit tactile ou écran tout court, est vraiment très bon.
Ensuite, un autre truc que l'on peut voir qui est vraiment sympathique, c'est que quand vous recevez une notification, ça fait clignoter le bouton Home. Alors comme je vous l'ai dit, c'est comment dire, c'est plus ou moins fluorescent les boutons, très très légèrement, hein, c'est vraiment très très léger. Mais autant les deux boutons latéraux ne s'allument pas, il n'y a pas de, comment on appelle ça, il y a pas de rétroéclairage du tout, autant le bouton du milieu a un rétroéclairage. Et comme vous l'avez vu, quand on clique dessus, ça s'allume, bien entendu, ok, mais surtout, quand vous recevez un message, il se met à clignoter très faiblement, comme ça, oup, youp, youp, youp. Et c'est vraiment vraiment très très sympa parce que en plus de réutiliser comme ça une LED qui est déjà présente et donc du coup ça fait moins de comment dire de consommation d'énergie que si on avait une LED là et une LED là supplémentaire à côté, et bien en plus de ça c'est vraiment un placement que je trouve très bien. En plus de ça aussi ça fait moins cher à fabriquer parce que ça fait qu'une seule LED encore une fois, au lieu de ne pas du tout avoir de rétroéclairage pour les boutons, c'est plutôt astucieux on va dire. Et en plus de ça, le voyant lui-même est suffisamment, enfin éclaire suffisamment pour être convenablement utilisable quoi. Ensuite, on peut aussi dire que le téléphone tient bien en main, il est bien construit, pas de mauvaise surprise avec les prises jack et USB, ce genre de choses. Et en plus de ça, un autre truc, c'est qu'il chauffe pas trop. Mais ça, c'est en partie aussi grâce au processeur qui doit peut-être chauffer moins que les précédents. En tout cas, le téléphone ne chauffe pas trop. Quand on l'utilise très longtemps, etc., on sent une petite tiédeur ici. Mais souvent, dans ces téléphones qui sont construits intégralement en plastique, utilisant des processeurs Mediatek, on peut sentir un point qui est quand même plutôt chaud, quoi. C'est l'endroit où se trouve le processeur. C'est pas dangereux, bien entendu, c'est pas non plus brûlant, mais voilà quoi, c'est tout simplement qu'on sent l'endroit où se trouve le processeur, comme sur quasiment l'intégralité des téléphones. Mais sur celui-là, malgré qu'il soit construit en plastique, il doit y avoir suffisamment d'espace, ou alors tout simplement c'est que le processeur chauffe moins, pour qu'on ne sente pas une chaleur désagréable quoi. Alors que sur certains qui sont construits en plastique et qui sont trop fins, on sentait vraiment vraiment beaucoup trop la chaleur. Ensuite parlons de l'appareil photo. Alors celui de façade est plus que correct, il est même plutôt bon, hein, l'appareil photo de façade, vraiment une très très bonne surprise. Un autre truc, c'est que l'appareil photo de derrière est lui aussi plutôt pas mal. Il est même, on va dire, à ce prix-là, pour un téléphone 4G, etc., on pourrait même dire qu'il est plutôt bon. Par contre, il a un petit quelque chose, c'est que si on prend une feuille de papier, par exemple, plutôt près en photo, par exemple, pour faire une forme de photocopie, voilà, vous prenez le truc, vous prenez en photo, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe tout simplement que les angles, les coins de la photo sont très légèrement, c'est pas gênant, hein, mais très légèrement plus flou que le centre. Alors bon, ça doit venir de la forme de la lentille, etc. Mais sinon, franchement, les photos que sortent cet appareil photo sont vraiment plutôt pas mal. Même en film, ça marche plutôt pas mal. Et voici maintenant ce que donne la caméra en mode film. Et bizarrement, alors qu'il y a pas mal de luminosité, le flash s'est allumé. Alors bon, encore une fois, le flash est plutôt pas mal et en vidéo, il est aussi suffisant. Enfin bon, je sais pas trop ce que ça donne la vidéo avec le flash là parce que comme bien entendu je me vois pas, enfin bon bref, on verra ce que ça donne. Le focus est rapide et assez précis, c'est pas comme certains téléphones où le focus est un petit peu foufou, et enfin bon c'est un problème de partie software, on va dire, de partie logicielle, mais voilà, le contrôle du focus est vraiment pas mal sur ce téléphone, et le flash est vraiment pas mal aussi, donc vraiment on a le tout quoi. Par contre il n'y a pas d'application lampe torche préinstallée, bizarre. Mais voilà quoi, la LED est vraiment suffisante pour s'en servir de lampe torche, mais aussi suffisante pour prendre des photos, etc. Elle est plutôt pas mal. Elle est pas non plus la meilleure du monde, et pour le prix, j'ai déjà vu aussi des téléphones qui avaient un appareil photo meilleur que celui-là, dans la même gamme de prix, comme par exemple, même en dessous, comme par exemple le Neon N2Q par exemple, a un appareil photo meilleur que celui-là, pas de beaucoup, hein, mais très un poil meilleur que celui-là, pour un prix beaucoup plus bas. Donc voilà, bon après il fait pas la 4G, mais voilà, c'est ce que je veux dire par là, c'est pour vous resituer l'appareil photo. Il n'est pas excellent, mais il est vraiment pas mal du tout non plus, quand même quoi. Donc, sinon maintenant passons au point qui laisse un peu à désirer. Donc premier point, un des jeux que j'aime beaucoup, c'est celui-là, Giant Boulder of Death. Et qu'est-ce qui va nous montrer ce truc? Eh bien, il montre s'il y a un gyroscope dans un téléphone, ou s'il y a une émulation de gyroscope à la limite. Et comme vous pouvez le constater, rien du tout, pas de gyroscope ni d'émulation de gyroscope. Donc dans certains jeux, programmes qui imposent le gyroscope,
vous ne pouvez tout simplement pas vous servir de ce téléphone, quoi. Vous pouvez pas vous servir de ces programmes avec ce téléphone, ces jeux avec ce téléphone. Vous voyez, on est en ligne droite. Alors bien entendu, dans les paramètres, on peut choisir de manipuler la boule, enfin le rocher, quoi, avec un joystick virtuel, mais vraiment ce jeu est agréable à utiliser et à jouer surtout que si vous l'utilisez comme ça, quoi. Sinon, ce jeu-là est vraiment très difficilement contrôlable, quoi. Ensuite, un truc qu'il faut que je vous montre, c'est tout simplement que le haut-parleur est ultra facile à étouffer. Alors on va revenir sur un jeu avec du son, on va mettre le plus fort possible pour que vous entendiez. Alors j'espère que vous entendez bien, et vous allez voir le problème avec le haut-parleur. Le haut-parleur est plutôt bon, mais sinon, voilà, dès que vous posez le téléphone, ça étouffe le son, mais alors à un point, c'est juste incroyable à quel point ça étouffe. Voilà, alors c'est sûrement le haut-parleur le plus facile à étouffer de ma vie que j'ai pu voir. Il est incroyablement facile à étouffer. Sur la majorité des téléphones que j'ai pu vous présenter avant, si je vous en ai pas parlé de ça, c'est tout simplement parce que ça n'était pas plus flagrant, on va dire, qu'avec un autre téléphone. D'ailleurs, certains, je vous ai même dit que c'était assez incroyablement bien foutu en matière de haut-parleurs. Pour certains, ils étaient très difficiles à étouffer. Celui-là, au contraire, il s'étouffe, mais alors par le moindre truc, quoi. Vous êtes même une surface plane parfaitement lisse suffit à complètement l'étouffer. Habituellement, ils s'amusent à mettre des petits picots ou je sais pas quoi pour le rehausser de même pas 1 millimètre, et ça suffit pour empêcher le maximum des dégâts. Mais là, franchement, avec ce haut-parleur là, il est très bon, encore une fois, ce haut-parleur, il est vraiment très bon, sauf qu'il est hyper facile à étouffer, donc du coup quand vous l'utilisez comme ça pose pas de problème. Mais si vous êtes en train de regarder une vidéo par exemple et que vous avez un truc à faire à côté, hop, vous posez le téléphone pendant une seconde, vous entendez plus rien, alors il faudra trouver un moyen de le caler comme ça pour essayer de faire en sorte d'entendre quelque chose. Enfin, c'est incroyable comme il est facile à étouffer. Et maintenant, le pire défaut, c'est le pourcentage de batterie restant. Alors ça, c'est un défaut que l'on voit sur plein de téléphones de chez Doogee, de chez Ligoo et de chez Elephone. Pourquoi ? Parce que c'est la même marque, en fait. C'est exactement la même marque. D'ailleurs, ils ont sûrement encore d'autres marques. Et ils ont tous des défauts qui se ressemblent beaucoup d'un téléphone à un autre. Notamment, ce défaut en particulier, c'est le fait que le pourcentage de batterie dit n'importe quoi. Par exemple, ce téléphone-là, un coup, si vous le déchargez jusqu'au bout, vous vous rendrez compte d'un truc, c'est que le premier pourcent, le dernier pourcent, en fait, quand ça marque 1%, ça peut durer pendant 1 heure ou plus sur 1%. Ce qui veut dire qu'en fait, sur l'autonomie complète de ce téléphone, vous avez l'impression qu'il a beaucoup moins d'autonomie, alors qu'il a 1% qui dure je sais pas combien de temps. Et donc, vous rechargez le téléphone, et ensuite, ça se décharge de manière beaucoup plus, vous voyez, cohérente, quoi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le dernier pourcent dure genre 10 minutes. Il devrait en durer, logiquement, si on fait la moyenne, 4 à peu près. Mais non, il en dure 10. Bon, je sais pas pourquoi. Et ça se calibre jamais bien. C'est-à-dire, vous pouvez le décharger et le recharger complètement. Vous avez aussi un autre problème qui se produit, c'est que si vous faites des recharges partielles plusieurs fois, vous vous retrouverez avec les 25 premiers pourcents, par exemple, qui défilent très 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 vite. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en 10 minutes, vous avez perdu 25%, et ensuite, tout le reste, c'est le reste de la batterie. C'est vraiment ridicule, ils pourront très certainement améliorer ça avec des mises à jour. Je l'espère, en tout cas, parce que je dis ça, mais ils l'ont pas amélioré sur les autres téléphones que j'ai pu voir, hein. Donc je sais pas, est-ce qu'ils ont pas encore trouvé la magie qui fait en sorte qu'une jauge de batterie soit précise, je ne sais pas. En tout cas, ou alors c'est au niveau électronique qu'il manque quelque chose, et donc du coup les estimations sont obligatoirement toutes pourries. Mais en tout cas, un truc à dire, c'est que si vous allez du début du téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne, l'autonomie est tout le temps la même. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez environ sur ce téléphone-là une moyenne de 6-7 heures d'autonomie en utilisation normale en Wi-Fi, donc écran allumé. Donc 6-7 heures, c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment pas mal. Si vous vous fiez au pourcentage, vous avez l'impression que vous avez que 4 heures. Donc c'est vraiment pas beaucoup par contre là à côté. Mais bon, voilà, en fait, en réalité, si vous le déchargez de 100% jusqu'à ce que ça s'éteigne, eh bien vous aurez toujours 7 heures. Même si parfois vous comprenez pas pourquoi, mais les 25 premiers pourcents dégringolent d'un coup, puis ensuite ça se stabilise petit à petit, ou des fois, c'est assez stable tout le long, sauf que si vous combinez tout ça, vous avez que 5-6 heures, mais ensuite la dernière heure se trouve dans ce 1% qui reste. Enfin bref, c'est du grand porte-nawak. Et je
comprends pas pourquoi Doogee fait pas un petit effort pour faire en sorte d'avoir un pourcentage de batterie qui soit cohérent, un peu comme ils ont sur d'autres marques, comme Cubot par exemple. Ça a pas l'air d'être particulièrement difficile à faire, vu que les téléphones Cubot coûtent pas beaucoup plus cher, et ont pourtant un pourcentage de batterie qui lui par contre ne pose aucun problème. Donc voilà, bon. Mais c'est un problème qui est très très fréquent chez les téléphones Doogee, et aussi Elephone, faut croire. Parce que très sincèrement, tous les téléphones Doogee que j'avais avaient ce problème-là, et Ligoo aussi avait ce problème-là dans une certaine mesure. Peut-être pas forcément aussi extrême que celui-là, mais dans une certaine mesure. Et certaines personnes m'ont dit que le Doogee DG550 avait exactement le même problème. Donc bref, un grand classique pour cette marque d'avoir un petit problème de précision du truc. Mais bon, en même temps, l'autonomie est plutôt bonne, il n'y a pas vraiment besoin de passer son temps à regarder le pourcentage de batterie qui reste, hein. Moi, si j'ai fait ça, c'est juste pour évaluer les autonomies, que je vais d'ailleurs vous donner tout de suite. Et donc, sincèrement, voilà, bon, c'est pas un gros problème, hein. C'est vraiment un truc qui est pas dérangeant du tout, sauf si clairement vous êtes parano et vous voyez le truc, vous voyez, ça descend. Mais bon, une fois qu'on est prévenu et qu'on sait que c'est normal, c'est juste que c'est pas la batterie qui fond, c'est juste le truc qui est totalement imprécis, impossible d'avoir, des prévisions d'autonomie cohérente. Eh bien bon, une fois qu'on est prévenu, on sait que c'est normal et puis on fait avec, quoi. Donc les autonomies. En utilisation normale en Wi-Fi, c'est 6-7 heures du web, etc. Aller sur Facebook, aller sur Twitter, etc. Tous ces trucs-là en dehors des jeux, quoi, tout simplement. Répondre à des emails, ce genre de trucs, répondre à des SMS, etc., etc. Ensuite, 6 heures en utilisation normale en 4G cette fois-ci. Alors en 4G, c'est-à-dire en activant la 4G, en désactivant le Wi-Fi, eh bien en faisant le même sorte de choses, eh bien on perd à peine une demi-heure en fait. On perd pratiquement rien. Alors si vous vous rappelez ce que c'était sur le Snapdragon 410, chez Qualcomm, il y avait une énorme différence entre en normal et en normal en Wi-Fi. Ensuite, en jeu, nous avons environ 4-5 heures de jeu, que ce soit avec le Wi-Fi activé ou sans l'activer. Peu importe, c'est à peu près la même chose. Ensuite, en veille, nous avons à peu près 3 jours de veille en Wi-Fi et environ 5 jours de veille en 4G. Alors je sais pas si ça a un rapport avec l'imprécision de la batterie, c'est grandement possible, mais en tout cas, il faudra vérifier ça avec un téléphone d'une autre marque, genre un Cubot ou je sais pas quoi, avec une précision meilleure en pourcentage, parce que bien entendu, je ne l'ai pas laissé se décharger pendant plusieurs jours de suite pour voir réellement combien de temps dure la batterie sans jamais allumer l'écran, ce genre de truc. Mais bon, voilà. En gros, on a environ 3 jours de veille en Wi-Fi et 3 jours de veille avec la 4G activée, avec 5 comptes email qui sont relevés en permanence en arrière-plan, avec Twitter, Facebook et quelques autres trucs, etc., etc. En gros, c'est vraiment une veille, mais avec plein de choses qui se passent en arrière-plan. Et on arrive à avoir des autonomies qui sont vraiment pas mal. Alors, comme vous avez pu le remarquer, en veille en 4G, eh bien, c'est vraiment pas mal, et surtout, l'anomalie bizarre, c'est qu'a priori, comme je le disais, faudra le confirmer avec d'autres téléphones utilisant ce même processeur, mais avec une jauge de batterie plus précise, visiblement, on a plus d'autonomie en désactivant le Wi-Fi qu'en activant le Wi-Fi et en laissant la 4G activée. Donc très sincèrement, c'est vraiment incroyable. Surtout quand on voit ce qu'a réussi à faire Qualcomm, qui eux ont réussi à faire tout à fait l'inverse. Ce qui veut dire qu'en Wi-Fi, on a des très bonnes autonomies en veille, mais en 4G, on a beaucoup moins bien que ce truc-là en Wi-Fi. C'est-à-dire on avait dans les 2 jours à peine, enfin un truc du genre. C'était vraiment pas beaucoup, c'était vraiment pas terrible. Là, on a vraiment quelque chose de pas mal. Et en appel, on a plus de 16 heures. Donc vraiment en appel, on peut vraiment appeler beaucoup avec ce téléphone avant de décharger la batterie. Quand je dis plus de 16 heures, c'est encore une fois le fait que la batterie soit très imprécise fait que si ça se trouve c'est beaucoup plus que ça, et très sincèrement en MP3 ou en utilisation de ce genre, ça doit être encore plus que ça encore une fois, donc ça doit être dans les 24 heures, un truc comme ça. Enfin bref. Mediatek a toujours eu de très bonnes autonomies dans ce genre de situation, et visiblement avec ce processeur-là, c'est plutôt pas mal, ça continue à aller dans cette droite lignée des processeurs qui étaient vraiment plutôt bons en autonomie en veille. Et donc un truc surtout que j'ai pu remarquer, c'est que l'autonomie en veille, comme vous l'avez vu, en Wi-Fi est moins bonne qu'avec les précédents Mediatek. Alors ça, c'est très certainement parce que le modem 4G a été intégré dans le processeur. Ça c'est une bonne chose, mais par contre, un truc qui était intégré autrefois dans le processeur, c'est-à-dire le Wi-Fi, n'est maintenant plus intégré dans le processeur. Alors je trouve que c'est plutôt plus logique qu'avant, parce que la 4G séparée et le Wi-Fi intégré dans le processeur, je trouvais que c'était pas très intéressant, parce que, en gros, même s'ils arrivaient à avoir de très bonnes autonomies malgré ce problème, mais le truc c'est que ça faisait en sorte que l'autonomie en 4G était beaucoup moins bonne
que en Wi-Fi. Alors bon, c'est pas terrible dans le sens où, comme je le disais dans une autre vidéo, eh bien, on a plus de logique à avoir un chargeur sous la main quand on est connecté en Wi-Fi que quand on est connecté en 4G. Donc du coup, voilà, bon, comme vous pouvez le constater, je pense qu'il est plus intelligent d'avoir une moins bonne autonomie du côté du Wi-Fi que du côté de la 4G. Dans tous les cas, on a une autonomie qui est plutôt pas mal, et encore une fois, Mediatek arrive à avoir des autonomies qui sont plus facilement prévisibles que chez Qualcomm, ou chez Qualcomm, suivant ce qu'on active ou ce qu'on désactive, l'autonomie peut passer du simple au double, ou même du simple au triple, ou ce genre de truc, suivant les téléphones. Là, si on active ou désactive le Wi-Fi, ce genre de choses, on n'a pas forcément besoin de s'interroger si ça va utiliser vraiment beaucoup plus d'autonomie ou pas, beaucoup plus de batterie ou pas, je veux dire, alors que, parce que tout simplement, l'autonomie reste très similaire, quoi que l'on active la 4G ou pas. Donc voilà, maintenant je pense que j'ai plus rien de spécial à dire sur ce téléphone. Franchement, c'est plutôt une bonne chose, c'est une plutôt bonne affaire, en dehors du problème de la batterie qui a comment dire, des prévisions d'autonomie qui veulent rien dire du tout. Le reste du téléphone est très bien fabriqué. En appel, on entend bien. Le micro marche très bien aussi, la caméra, tout ça, le haut-parleur, malgré qu'il est facile à étouffer, est un haut-parleur qui a assez de peps pour avoir un son tout à fait convenable. Enfin bref, en gros, on est en présence d'un téléphone qui, en dehors de ce défaut de l'autonomie, n'a pas vraiment beaucoup de défauts. Mais le défaut de l'autonomie est quand même un défaut qui est assez moche quand même. Enfin bref, voilà, je pense que je peux fermer la vidéo, arrêter la vidéo sur ce point, et j'ai plus qu'à vous dire salut à tous, et à la prochaine!